Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 5 septembre 2022, aujourd'hui jour de congé. C'est la fête du travail au Canada et, me semble-t-il, également aux États-Unis. Une journée où, en fait, on fout rien. Et c'est ce qu'on a fait précisément aujourd'hui. Nous n'avons rien foutu. Mais tout de même, je suis quand même avec vous. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer. Ouais, on est allé quand même se balader, on a quand même été se promener, on est allé déjeuner. Et je me suis arrêté à la librairie Port-de-Tête. J'y ai fait un saut de puce, car il y a quelques jours, je cherchais un livre pour un ami, le livre de Michel Schneider, que je pense avoir quelque part sur mes rayons de ma bibliothèque personnelle. Et je n'arrive pas à mettre la main dessus. Ça, un jour, il faudra bien que je mette de l'ordre dans cette monstrueuse bibliothèque. Mais j'ai l'impression que mettre de l'ordre, ça voudrait dire, en quelque sorte, me préparer à mourir. Et je ne suis pas prêt à mourir, et je ne suis même pas prêt à me préparer à ça. Et donc, j'avais aperçu ce livre que je vous montre, Antoine Audouard, au commencement. Je m'approche pour que vous puissiez l'admirer. Et avec cette page couverture extraordinaire d'une bibliothèque qui me semble assez en désordre, donc excitante au maximum. Et le bandeau, au commencement, était la passion des livres. Alors, c'est un objet assez curieux. C'est rempli, en fait, c'est rempli de citations. C'est un collage de citations entrecoupé de toutes petites phrases qui nous renvoient à la vie de l'auteur et à ses lectures. Alors, c'est une espèce de truc protéiforme, de ce que j'ai pu en juger. Et je prends une seule page. On y trouve, entre autres, une citation de Todorov, de Camus, de Louis Guillou. Et là, tout à coup, l'auteur nous livre une anecdote sur Louis Guillou. Après, encore une citation de Casanova. Et après, encore une citation de Saint-Luc. Alors, à raboudiner des citations, l'une après l'autre, ça finit par former une sorte de courte pointe de texte assez chatoyante et pleine de vitalité, pleine de poésie. Alors, c'est un bel objet et c'est très éclectique parce que sur la même page, on peut y trouver John le Carré et des cartes. Alors, on imagine bien que c'est plutôt étonnant. Ici, Saul Bellow, l'écrivain Nobel, qui est né à la Chine, au Canada. John Irving, Yvan Audouard, qui est son père, Kenzabure Oe. Alors voilà. Et tout ça en plus, comme je vous disais, et là, tout à coup, il parle de cinéma, il parle de sa propre conception de la littérature, mais ce n'est pas de ce livre-là dont je vais vous parler. D'ailleurs, je ne vais pas vous parler de livre aujourd'hui. Je vais vous parler d'un article et de certaines réflexions que cet article m'a inspiré. Et c'est tiré de ce numéro hors édition spéciale sur l'Ukraine, Les philosophes face à la guerre. Et l'article en question qui a provoqué mon intérêt, ils m'ont tous provoqué. En fait, ils sont tous très intéressants. Tous, évidemment, vont dans le sens qu'il faut combattre Poutine. Mais celui d'Armut Rosa nous met en garde quand même contre l'augmentation des budgets, ce qu'il appelle l'union sacrée de la guerre, qu'on entre dans une logique, mais il répète inlassablement qu'il faut combattre Poutine tout de même. Et la meilleure manière de combattre Poutine, selon lui, ce n'est pas par les armes, mais par un renforcement de notre vie démocratique. Autrement dit, ce que nous avons de mieux à proposer, nous devons lui offrir une puissance supplémentaire. Mais, en ce moment, le temps semble nous manquer et l'ivresse de la guerre semble s'être emparée des esprits.
Et peut-être que cette ivresse de la guerre est liée à une question qui lui juge fondamentale et qui est pas du tout traitée par les sciences sociales. C'est précisément l'énergie sociale. Alors, l'énergie sociale, c'est quoi au juste? C'est ce qui se passe entre les individus dans une société, les interactions, les interrelations que nous avons les uns avec les autres. Il nous dit que l'énergie, on aime en Occident croire que l'énergie est quelque chose de propre à certains individus et que ça relève de la volonté. Pour les sociétés orientales ou africaines, l'énergie est une sorte de bien commun, une sorte d'entité qui pulse la vie de tout un chacun, qui nous entraîne dans une sorte d'effervescence. Cette effervescence sociale, il faut bien le dire, est de plus en plus absente dans nos sociétés. Et Rosa nous dit qu'il y a deux raisons. Pourquoi il y a trois raisons, en fait. Pourquoi l'énergie sociale semble affaiblie, semble attaquée de toutes parts. La première, c'est le monde est indisponible. Le monde est devenu indisponible. Je donne l'exemple du smartphone, du téléphone intelligent, qui nous permet de faire des achats à distance, qui nous permet de géolocaliser certains endroits. Nous-mêmes sommes géolocalisés par des satellites qui sont en mesure d'épier nos moindres gestes, nos moindres mouvements. On s'approche du moment même où peut-être les appareils technologiques pourront, avant même qu'on en ait l'envie ou le désir, deviner ce que nous pressentons, ce à quoi nous aspirons. En fait, les appareils vont devancer nos forces de vie. Alors, le monde est devenu indisponible. Et il note que depuis la pandémie, le sentiment d'insécurité ontologique, depuis la pandémie et la guerre en Ukraine, le sentiment d'insécurité ontologique a beaucoup augmenté. Alors, ces deux phénomènes, l'indisponibilité du monde et l'insécurité énergétique, ontologique, font de telle sorte que les gens n'ont plus envie de se fréquenter. Et ça, c'est assez évident. On n'a plus envie de se fréquenter, on n'a plus envie d'être en lien les uns les autres. Et la mainmise des téléséries, par exemple. Il y a peu de temps, certains publicitaires se battaient pour le temps de cerveau disponible des consommateurs. Mais là, je pense que la question des cerveaux, elle est réglée d'une certaine manière. Et que maintenant, ce n'est plus le temps de cerveau disponible que les machines aspirent, comme le film Matrix la série, en tout cas les 3 premiers films, surtout les 2 premiers, ont pu nous le démontrer. C'est la substance même de la vie qui est aspirée. C'est la substance même de la vie qui est vampirisée et qui nourrit les machines. Alors donc, on est passé... le temps où on pouvait s'emparer de notre cerveau est déjà révolu. Maintenant, c'est à la vie même c'est la vie même qu'on capture. Alors les gens, ils s'entraînent, donc, cette insécurité ontologique, doublée de l'indisponibilité du monde, s'entraîne une perte au niveau énergétique. Alors comment tout ça a pu commencer, en fait? Comment ce désir des machines nous est venu? Alors, il faudrait remonter au début du siècle, au fond, avec les philosophes du soupçon. Nietzsche, Freud, Marx, les existentialistes un peu plus tard. À un moment donné de l'histoire de l'espèce humaine, en tout cas du versant occidental, mais je pense que
Cette réalité a frappé toutes les sociétés, incluant celles qui ont un rapport distancié, disons, avec la religion, où ça s'apparente plus à un mode de vie, disons, du côté des Orientaux. Du côté des religions appartenant au monothéisme, je pense que le doute est chez les gens de confession musulmane, et je pense que le doute est également dans les gens de confession juive. Et pour ce qui est des chrétiens, je pense que le doute est accompli, le doute est achevé. Je pense qu'il n'y a plus de doute à avoir, le doute s'est emparé de nos sociétés. Doute né du fait que justement les représentations religieuses, le substrat religieux qui permettait d'une certaine manière de se projeter dans l'avenir, de se projeter dans une sorte d'utopie. Et bien tout ça, c'est derrière nous. Les deux guerres mondiales ont mis à mal cette illusion. Alors, Freud lui-même, le grand Freud lui-même, dans L'avenir d'une illusion, il disait que bon, il était trop vieux pour lui. Pour lui, la question de la religion était réglée et que l'espèce, devant l'inexistence de Dieu et la parfaite connaissance de sa finitude, donc de la possibilité, de la parfaite connaissance de ce savoir mortel, engendrait un phénomène de dépression gravissime. Et que cette dépression, cette épreuve du deuil, ce soleil noir dont ont parlé certains poètes, chacun d'entre nous, sans être un poète dépressif, l'éprouve dans son existence. Alors, et même Freud se disait trop vieux, il avait l'intention de non pas s'attaquer à l'art, mais dire que l'art était, je le cite ici, toujours dans L'avenir d'une illusion, était une simple retraite devant les dures nécessités de la vie et qu'elle procurait une légère narcose. Alors peut-être qu'individuellement, nous sommes devenus des joies gavées d'images et d'émotions dans un monde hyper technologique où l'abstraction est devenue l'abstraction, où les algorithmes d'abstraction sont devenus nos maîtres et où l'hypnose numérique est notre pain quotidien et où la captation quotidienne de nos cerveaux par des appareils anthropophages fait de telle sorte que nous sommes entrés individuellement dans un état de débilité énergétique. Et qu'en fait, nous nous affaiblissons au niveau ontologique à chaque jour qui se passe. Il y a 8 ans, j'avais fait cette expérience, et j'ajouterais même que les réseaux sociaux ont un effet délétère, aggravant. Parce que les réseaux sociaux, tout en proposant une image avantageuse de nous, par nos réalisations, nos productions, même YouTubesques, eh bien, c'est pas accompagné d'une... Là, Valérie pourrait apparaître ce soir. Ce n'est pas non plus accompagné par une inhibition de nos mauvais penchants. Ce n'est pas accompagné non plus par tout à coup, on réfléchit à ce qu'il y a de... On ne veut pas que réfléchir. On canalise nos pulsions mauvaises. Alors, c'est assez étonnant de constater des individus tout à fait affables dans la vie ordinaire, dans la vie non virtuelle. Vous voyez, maintenant, nous avons maintenant une vie non virtuelle, non plus la vie telle qu'elle. Eh bien, ces individus-là, affables, eh bien, parfois, sur les réseaux, se transforment littéralement en exécuteurs, en bêtes féroces, en individus ne connaissant plus les limites sociales
la politesse ou la retenue. Et ça, ce qui fait que on finit, si on est, et je ne vois pas comment on ne peut pas être baigné dans un univers numérique, on finit par se demander si les individus qui nous arrivent de croiser hors réseau, hors structure numérique, sont bien les individus que nous avons en face de nous. Est-ce la même personne qui, de correct sur le plan humain, se transforme en prédateur derrière son écran? Et c'est très, très, très troublant. Je me souviens également, il y a 8 ans, lors d'une soirée dans un restaurant, après un lancement, dans ma librairie, lorsque j'étais à Côte-des-Neiges, je me suis retrouvé avec des gens que je ne connaissais pas. Et la conversation ne portait que sur une chose: les relations que les gens avaient sur les réseaux sociaux. Personne n'était avec personne. Nous étions 7-8 personnes et les seuls sujets de conversation, c'était de raconter les affrontements qu'ils avaient eus sur Twitter ou sur Facebook, les affrontements, comment, évidemment, dont ils étaient évidemment sortis victorieux. Et ce n'était que des descriptions de guerres microscopiques, gagnées, va sans dire, avec d'autres individus absents. Alors, moi, j'avais l'impression que je n'avais pas en face de moi des êtres qui avaient envie d'être en relation avec moi. J'avais en face de moi des gens qui racontaient leurs exploits guerriers microscopiques, guerriers lilliputiens, sur les réseaux sociaux. Alors la soirée, une soirée assez ennuyeuse, somme toute, sans parler de ceux qui, de manière assez indécente, regardaient leur smartphone, leur téléphone intelligent, au beau milieu d'une soirée totalement ennuyeuse. En fait, c'était difficile de ne pas les blâmer, tellement c'était ennuyeux. Et l'indisponibilité de tout un chacun était manifeste. Tant et si bien que pour en revenir à la question de l'énergie sociale, cette indisponibilité, cette insécurité ontologique fait de telle sorte que l'énergie sociale circule de moins en moins. Et ça, c'est visible. Depuis la pandémie, c'est visible. On sent que les gens n'ont plus envie d'être ensemble. Et je dirais même que être ensemble, être en relation, est devenu un acte de volonté. Et c'est absurde parce qu'au fond, l'être humain n'existe pas sans les autres, sans la relation. Et là, chacun effrayé, chacun affaibli, chacun dans une logique d'autoprotection devant les agressions des uns et des autres. Soi-même, il faut se garder d'être un agresseur, cependant, mais peut nous arriver nous-mêmes de déraper, de ne pas savoir se contenir. Et même le téléphone intelligent agit aussi comme interfère. Interfère vient saboter et peut même nous révéler l'inanité de certaines de nos relations. Alors évidemment, cette question de l'énergie sociale, ou pas évidemment, mais ce que nous dit Armut Rosa, cette question de l'énergie sociale n'est pas suffisamment traitée. Et cette énergie sociale qui est amoindrie, qui est affaiblie, qui est fragilisée, ne va pas non plus améliorer la vie démocratique. Alors, les solutions radicales, les solutions simples, les solutions, en fait, coercitives, d'imposer à autrui sa vision des choses, sa vision de l'existence, sa vision de la société, sa vision du politique, eh bien, le nombre d'individus jugeant que la manière forte et autoritaire, Poutine, eh bien, ça va aller en augmentant. Alors, tout ça, ça me faisait dire, alors, comment devenir soi-même? D'abord,
règle numéro 1, comment se protéger de cette perte énergétique sur le plan individuel par l'adoption d'un certain mode de vie. Je pense que la question diététique est fondamentale. En fait, pour moi, je vous dirais, c'est quasiment le principe de base serait diététique, mais ça, on y reviendra une autre fois. Et comment devenir soi-même des pôles énergétiques, des relais de circulation, des bornes même. Et comment les livres, voilà, comment les livres eux-mêmes peuvent devenir des piles énergétiques. Alors, c'est un peu la conclusion. En fait, ça va être la conclusion, parce qu'en fait, tout nous ramène aux livres, hein, d'une certaine manière. Personnellement, je pense qu'on apprend tout dans les livres, mais je pense que la constellation de savoir, la surspécialisation de savoir, ce qui faisait dire à Edgar Morin qu'il faudrait trouver une méthode pour pouvoir relier toutes ces formes de savoir, je pense que le projet est toujours jouable, mais peut-être que pour certains individus, comme moi, libraires et êtres humains, d'une certaine manière, je dirais, j'ai renoncé à quelque forme de spécialisation que ce soit, évidemment, et je n'ai pas non plus les capacités intellectuelles pour développer un système qui ferait que je pourrais, ou pas développer un système, mais que je pourrais apporter ma petite contribution à ce grand système reliant les connaissances les unes aux autres. Mais cependant, je peux avoir un rôle social à jouer, un rôle de pôle avec l'atelier librairie, de pôle énergétique, d'ouvrir un espace concret, existentiel, où l'énergie sociale peut être réanimée, où l'énergie sociale peut à nouveau circuler à une très modeste échelle, mais à une échelle qui pourrait compter dans un projet de multiplication de pôles énergétiques. Et comme les livres, je reviens à mon dada, je reviens à cette passion première, moi je lis, non pas pour savoir, je lis pour augmenter ma puissance d'existence. Je l'ai dit souvent, je vais le répéter, en fait, c'est peut-être mon ancienne, c'est peut-être la seule chose, au fond, que je pourrais, ma petite chose que je pourrais apporter. Je ne lis pas pour savoir, je lis pour être. Et la poésie, entre autres, a cette capacité, à mon sens, de nous offrir la pulsion de vie. Malgré la parfaite connaissance terrible de notre finitude. Et que peut-être même si on pousse un peu plus loin, je ne dis pas qu'on peut jouir de sa propre finitude, mais peut-être qu'on pourrait en apprécier l'âpre beauté, la dure beauté, qu'on pourrait ressentir au plus près la fragilité, la ténuité de notre existence. Et cette saisie de nous savoir, de ce savoir mortel. Valérie encore qui apparaît ici. Les civilisations dorénavant se savent mortelles. Eh bien, peut apporter un surcroît d'énergie, peut apporter un supplément d'âme, peut apporter une volonté de quitter les écrans, de descendre dans la rue, de laisser son smartphone dans le tiroir. Moi, j'en ai pas, hein, soit dit en passant, je n'ai pas de téléphone intelligent. Mon argument, c'est que, d'abord, je suis rejoignable quasiment tout le temps. Je suis toujours dans ma librairie. Mon temps, en tout cas, disponible. Mon temps de cerveau disponible et mon temps ontologique de vie est toujours mis à la disposition de ma librairie. Et quand je ne suis pas là, c'est que je suis ailleurs. Hein?
de l'été de la palisse. Et cet ailleurs-là suppose que je ne suis pas dérangeable et que je ne suis pas disponible là, mais je suis disponible pour autre chose. Comme aujourd'hui, aller se balader avec Fabienne, de profiter des derniers feux de l'été, des derniers feux de l'amour. Alors donc, pas de téléphone intelligent. Et ce que je dis souvent, oui, parce que parfois l'argument, si vous vous rappelez, les premiers téléphones, les premiers portables il y a 20 ans, c'était la question de la sécurité. Au cas où un fauve évadé d'un zoo viendrait à bondir sur vous au détour d'une rue, eh bien, vous pourriez appeler à la rescousse avec votre... J'ai souvenir des premières publicités où on voyait un type dans une ruelle étant sur le point de se faire agresser, mais c'était sur le mode humoristique. Il réussissait à s'emparer de son téléphone, qui était une espèce de gros truc. Et évidemment, les forces de l'ordre arrivant, il réussissait à s'échapper au malfrat qui peut-être voulait s'emparer de son portefeuille et qui sait peut-être même de ce nouveau bidule qui venait de faire son apparition. Alors voilà, on retient une chose ce soir de cette vidéo, c'est les livres sont des piles énergétiques. Nous devons nous doter d'une diététique pour pouvoir devenir soi-même des pôles énergétiques. Et si on a l'opportunité, comme c'est le cas de Fabienne et moi, de créer un espace où on peut faire à nouveau circuler du lien, eh bien, il faut le faire. Il faut ne pas hésiter à le faire. Alors voilà, c'était tiré de le numéro spécial de philosophie. Je vous invite à lire. C'est des temps extrêmement intéressants dans lesquels nous sommes. À demain.